Cette semaine avait lieu la deuxième partie des audiences publiques sur l'environnement du projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Ce matin, on reçoit le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, pour commencer, je vous demanderais, à ce stade-ci, à l'aube de tout ce qu'on a entendu dans les différentes présentations des intervenants, c'est quoi la position de la Ville par rapport à ce projet-là, à ce stade-ci? C'est clair que la Ville trouve quand même qu'il y a certains bénéfices pour la Ville de Baie-Saint-Paul à voir la réalisation du projet des Neiges ici dans la région. Cependant, c'est clair qu'il demeure encore des questions qui ne sont pas répondues. Ça a été intéressant de voir les différentes audiences. Il y a eu deux volets. Il y a eu le premier volet en janvier dernier où les gens venaient poser des questions aux différents experts. Et cette semaine, c'était les gens qui venaient déposer des mémoires, qui venaient s'exprimer et encore une fois dire « Bon, mais moi, je suis en accord pour telle ou telle raison » ou « Je suis en défaveur du projet pour encore telle raison ». Personnellement, je n'étais pas présent dans la salle, mais j'ai regardé la plupart des audiences via en ligne, en fait. Oui. Et je dirais qu'il y a certains citoyens qui ont amené des points très intéressants. Et la question du caribou, on en parle énormément. Les différents experts n'utilisent pas les mêmes données, tout ça. Donc, c'est assez mêlant, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va voir la suite des choses, comment ça va aller. Il y a le ministère de l'Environnement également qui, lui aussi, poursuit des études. Il y a encore des études qui ont cours. Il y a des analyses. Le Bureau d'audience publique en environnement formulera des recommandations au ministre de l'Environnement qui, par la suite, devra déposer un mémoire au Conseil des ministres. Le gouvernement fédéral, le gouvernement québécois, les deux ne travaillent pas avec les mêmes données. Donc, c'est assez difficile, mais je pense que ce que les citoyens ont pu amener, c'est des points qui sont matière à réflexion et qui vont aider les promoteurs du projet à regarder est-ce que c'est possible justement de répondre à telle ou telle question. Et en bout de ligne, si le projet ne se réalise pas puisque c'est pas bon pour la région, il ne se réalisera tout simplement pas, mais on a hâte de voir la suite des choses. Êtes-vous en train de dire aussi on n'a pas vraiment de pouvoir ou on n'a pas le gros bout du bâton au niveau municipal et les décisions, de toute façon, vont se prendre à des niveaux qui sont plus élevés que nous? On va devoir subir, en quelque sorte? C'est comme au Canada, on est dans un ordre de gouvernance qui est partagé. Il y a certains domaines qui relèvent du fédéral, d'autres du provincial, d'autres du municipal. Nous, au niveau municipal, c'est l'aménagement du territoire, tout cela. Et la plupart des éoliennes projetées sont déjà permises à la réglementation. Il y en a environ 7 qui sont dans une zone de PIA, donc un plan d'aménagement du territoire, d'intégration architecturale. Et il reste juste ces 7 dernières-là à statuer, puisque les autres, demain matin, quelqu'un arrive ou demande un permis, on est en droit de donner le permis. Donc, c'est vraiment... C'est ça, d'ailleurs, la présentation que vous avez faite à la Ville de Baie-Saint-Paul, le mémoire que vous avez déposé, c'est conforme aux normes auxquelles vous devez répondre en tant qu'administration municipale. Nous, c'est vraiment ça de notre côté au niveau de la Ville. Mais maintenant, à savoir, est-ce que le projet pourra avoir lieu? Ça, c'est le ministre de l'Environnement qui aura le dernier mot à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'on suit le tout. Et à la Ville non plus, on n'est pas dans une tour d'ivoire et à dire que ça n'a aucun sens. Comme je disais dans les dernières semaines, oui, je trouvais qu'il y avait certaines personnes qui exagéraient certains points, mais il reste encore des points qui sont à améliorer, puisqu'on le sait, au niveau du caribou, il n'y a pas personne qui parle le même langage à ce niveau-là. Il y a au niveau de certains oiseaux. Au niveau des inondations, par contre, là, on sait quand même que plusieurs experts sont à dire que, le risque zéro n'existe pas. Ici, on y va avec un risque contrôlé, qu'on érige des bassins de rétention, qu'on retire certains tronçons routiers à la suite de la construction du projet. Ça vient diminuer le risque. Donc, pour ça, je pense qu'on avance quand même relativement bien, mais tout ce qui touche la question justement du caribou et autres, je crois qu'il y a encore plusieurs questions à répondre et on va suivre la suite des choses, et le BAP devra remettre son rapport au ministre d'ici le 20 mai prochain. Vous parlez de toutes sortes de données environnementales, mais il y a quand même un éléphant blanc dans la pièce, c'est l'argent que les promoteurs et Hydro-Québec vont retirer. Vous n'êtes pas nécessairement, vous, impliqué là-dedans, mais je vais quand même revenir sur ça en présentant quelques chiffres. On n'en a pas, nous, des chiffres publiquement qui sont sortis. Les promoteurs ne veulent pas en donner pour des stratégies commerciales. On fait quand même des estimations avec des données qui sont publiques, à savoir que le projet va produire 400 mégawatts d'électricité pour alimenter 70 000 foyers québécois dans la province. Si on prend la moyenne de la facture électrique annuelle des Québécois et des Québécoises de 2 000 $, on arrive avec des retombées pour les promoteurs de 140 millions de dollars par année. On propose aux différentes parties prenantes sur le territoire, donc les 2 Premières Nations, la municipalité de Saint-Urbain, la ville de Baie-Saint-Paul, un 2,6 millions de dollars en redevances qui vont être répartis, on ne sait pas encore les pourcentages, mais entre ces 4 parties prenantes-là. Je vous demanderais ce matin, Michael Pilote, est-ce que vous pensez avoir la part du gâteau suffisante des retombées que ça va avoir aux promoteurs versus ce que ça va donner à la ville?
Bien, c'est clair que les chiffres que vous avancez ce matin, c'est la première fois que je les entends. C'est des estimations. C'est quand même des chiffres qui sont assez considérables, on va dire ça ainsi. C'est clair que nous, ce qu'on veut, c'est toujours d'en retirer plus. Hein. C'est comme dans toute chose, chacun tire la couverte de son côté. On aimerait en avoir davantage. C'est quand même des bons montants aussi pour la ville de Baie-Saint-Paul. Hein, quand on dit que c'est des peanuts, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est des mots qui ont été employés. Donc ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que lorsqu'on parle de montants qui sont des millions tout de même, hein, au niveau du monde municipal, c'est quand même très alléchant. Et l'éolien, dans le premier projet, là, il y a toujours le projet du Moulin, hein, que la MRC là, reçoit annuellement 1 million de dollars par année, hein, 600 000 en dividendes et 400 000 plus ou moins en redevances. Bien, c'est de l'argent qui est réinvesti dans le territoire. Lorsqu'on a refait l'aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul, les gens étaient tous en faveur, mais il y a une facture et ça prend quelqu'un pour payer. Et la MRC, via son fonds éolien, nous a donné 1 250 000 $. Donc ça, c'est quand même pas modeste comme somme. Et le TACO, hein, le fameux scan là, qui a vu son entrée dans l'hôpital de Baie-Saint-Paul dans les dernières années, il y a eu de l'argent qui a été donné via le fonds éolien aussi pour acquérir cet équipement maintenant qui est un équipement de base, de pointe pour le secteur de la santé et des services sociaux. Donc oui, ça a quand même des impacts qui sont importants. Et demain matin, si le projet se réalise, parce que le projet n'est pas encore prêt à être lancé, peut-être qu'il ne se réalisera pas non plus, mais si ça se réalise, il y a quand même là, des retombées importantes pour la ville de Baie-Saint-Paul au niveau économique, au niveau des montants que vous venez de présenter. Bien, c'est clair que ça va nous permettre de réaliser certains projets sans aller piger dans les poches des contribuables. Vous semblez donc satisfait de la stratégie qui avait été employée par la MRC pour le fonds éolien La Rivière-du-Moulin, parce qu'ils avaient pris un règlement d'emprunt pour investir dans le projet. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour Baie-Saint-Paul? On n'a pas entendu parler encore trop de... Bien, c'est des choses qui sont sur la table. Hein. Comme je vous dis, c'est un dossier que ça fait longtemps qu'il se discute. Ça avance très, très, très lentement. Oui. Présentement, on a eu plusieurs discussions sur les redevances. Il n'y a rien de signé. Hein. Ce ne sont que des discussions. Pour la question des dividendes, ce sont des scénarios qui sont sur la table, mais il n'y a pas eu de discussion le plus formelle à ce niveau-là. Autre dossier, logement. On en a beaucoup parlé dans les dernières semaines. Vous avez lancé un appel à modération au cours du dernier mois. En quoi ça consistait? Bien, on voit, hein, l'enjeu du logement, c'est national. C'est pas exclusivement à Baie-Saint-Paul et je crois qu'il faut sortir des sentiers battus. Initialement, ce qu'on avait au Québec, soit que les gens demeuraient dans un bungalow, une maison unifamiliale, ou encore les gens louaient un appartement chez nos promoteurs, donc un appartement qui appartient là, à un privé. Et là, on doit sortir des sentiers battus. On doit innover à Baie-Saint-Paul. Tout d'abord, lorsqu'on est arrivé comme conseil en 2021, on a fait une réforme de toute la question du logement touristique, hein, le fameux B&B, qui est communément appelé ainsi. On est venu mettre la hache, en quelque sorte, dans ce secteur-là pour faire en sorte que la ville de Baie-Saint-Paul soit scindée en différents secteurs et qu'il y ait un contingentement là, par secteur et de les retirer pour le secteur urbain. Donc, ceux et celles qui en opèrent au moment où on se parle, ce sont des droits acquis. On est venu permettre là, la construction également d'unités d'habitation accessoires. Donc, des gens qui veulent rénover leur garage pour en convertir en unité d'habitation. On en voit quelques-uns là, qui font l'arrivée sur le territoire. On a le projet des habitations de la Lumière qui verra là, 43 unités d'habitation abordable sur le territoire de Baie-Saint-Paul, un projet de plus ou moins de 13 millions de dollars avec une participation de la ville de Baie-Saint-Paul de 2,5 millions. C'est quand même important aussi. On a annoncé avec l'Office régional d'habitation dans les dernières semaines qu'il y aura à Baie-Saint-Paul aussi une reconversion de 6 logements auparavant qui sont maintenant vétustes et on les refera. On les rase. On les rase. On en fait 9 et 9 supplémentaires en plus de ces 6-là. Donc, ça fait 15 logements qui sont maintenant du logement social là, sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Et là, ce qu'on se disait, bon, mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a modifié le zonage pour permettre la construction de logements dans certains secteurs de Baie-Saint-Paul où ce n'était pas autorisé là, par le passé. Et là, on s'est dit, bon, bien, on va essayer quelque chose. Lorsqu'on a confectionné le budget, on s'est dit, on va baisser le taux de taxation pour les 6 logements et plus. On va voir qu'est-ce que les propriétaires vont faire. Et les échos que j'ai, les gens me disent que la plupart des propriétaires ont fait attention, ont diminué. Donc, il y en a qui me disent qu'au lieu du 5,9 % comme le permet le tribunal administratif du logement, ils ont des hausses de 3,5, de 3, de 4, il y en a de 4,9. Mais la plupart m'ont dit là, que leurs propriétaires là, ont été sensibles à la question et ont été là, en deçà là, du 5,9 %. Autre dossier en lien avec le logement, qu'on parle peu, mais c'est le quartier des Moissons. Oui. Qu'est-ce qui advient avec ça? Les premiers travaux sont prévus pour quand? Bien, le quartier des Moissons, c'est déjà débuté. Hein. Au quartier des Moissons, on a certaines résidences qui sont déjà là, construites. Il y a des gens qui habitent également des édifices à logement dans ce secteur-là. Mais c'est encore très peu, là. Oui, c'est sûr que c'est les premières phases. Hein. C'est quand même un développement là, privé, hein, que je le rappelle, là, à 200 millions d'investissements. Donc, c'est quand même pas rien pour Baie-Saint-Paul. On sait qu'il y a des commerces là, qui ont été annoncés. Donc, Pizza Salvatore là, qui ouvrira là, sous peu. Il y a un Starbucks également qui s'en vient. On sait qu'il y a un Taxi Sushi également qui a été annoncé. Il y a d'autres aussi
aussi là, commerces qui sont en discussion avec le promoteur. Je vais laisser évidemment le soin au promoteur de faire les annonces en temps et lieu, mais c'est un projet qui est intéressant pour Baie-Saint-Paul. Hein. Il y a une grosse chaîne également là, qui est en discussion, tout ça. Donc, c'est quand même un beau projet pour la ville de Baie-Saint-Paul et on voit que Baie-Saint-Paul est maintenant une ville qui est attirante, qui est accueillante. Hein. Dans les dernières années, c'est la municipalité de Baie-Saint-Paul qui a accueilli le nombre le plus élevé de résidents annuellement, selon les données là, du ministère des Affaires municipales dans toute la région de Charlevoix. Donc, ce que la ville fait, c'est intéressant, c'est alléchant. Et bientôt, on disait tout le temps Baie-Saint-Paul, une ville de 7000, mais lorsque je dis aux gens, c'est arrêtez de dire ça, on est rendu à près de 7900 personnes, donc on est à un peu plus de 7850, donc 7852 précisément. On arrive à 8000 et peut-être un jour, qui sait-on, jamais on atteindra peut-être le fameux 10 000 personnes. Dernier dossier que je souhaitais aborder avec vous ce matin, suivi des inondations. Oui. Malgré que Baie-Saint-Paul soit très accueillant, il s'est quand même produit des choses en 2023 ici, sur le territoire. Est-ce qu'on a des nouvelles du fédéral? Il nous avait promis de l'argent. Qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là? Bien, ça, c'est un gros dossier. Les inondations, ça a impacté quand même la ville de Baie-Saint-Paul, les citoyens, l'administration municipale, toute la ville également. Donc, ça a été immense, qu'est-ce qu'on a vécu le 1er mai 2023. La gestion de l'état d'urgence qui a duré plus ou moins 7 jours. On a eu par la suite le rétablissement, que ça n'a pas été facile, les fameuses audiences des comités de démolition, tout cela. Tous les gens qui ont demandé des permis de démolition les ont eus. Les gens qui voulaient rénover également ont eu le permis. Il y en a également qui ont fait des demandes pour avoir des sommes là, via le programme du ministère de la Culture. Donc, il y avait un 750 000 $, c'est pas rien. Oui. Les sommes ont été décaissées pour la plupart. On va rencontrer des représentants des sinistrés dans les prochains jours. On met en place des études sur les différents cours d'eau de Baie-Saint-Paul. On a eu des discussions avec les 2 ordres de gouvernement, autant à Ottawa qu'à Québec. Et ça donne quoi? Ça donne quand même du positif. Les 2 gouvernements n'ont pas les mêmes façons de travailler. Hein. Mais nous annoncez-vous quelque chose ce matin? Là? Ce que je peux vous dire, c'est qu'initialement, on disait qu'on n'avait pas de nouvelles de la part d'Ottawa. Je m'étais rendu sur la colline parlementaire à Ottawa. J'avais rencontré le ministre Duclos, également l'ex-ministre Pablo Rodriguez, qui maintenant là, brigue la chefferie du Parti libéral sur la colline à Québec. Et ça avait fait quand même avancer les choses, puisque au niveau du fédéral, il y avait quand même là, de belles avancées, mais là, ils doivent être en harmonie avec le provincial. Le provincial a besoin de tel ou tel document, ce que le fédéral n'a pas nécessairement besoin. Fait que là, les deux sont en train de se parler, mais je pense que très prochainement, on pourra avoir là, place à de belles annonces pour Baie-Saint-Paul. Ce qu'on veut, c'est de sécuriser nos citoyennes et nos citoyens. On l'a fait dans un premier ordre au niveau de 2023. À l'automne, hein, on se rappellera qu'on avait procédé à l'enrochement de 8000 tonnes au niveau là, du mur de la rue Ménard, là, qui avait été là, abîmé par les inondations. Donc ça, c'est corrigé. Et là, ce qu'on va voir, c'est des travaux plus permanents. Donc, il y aura... À partir du printemps? Je ne pourrais pas vous donner d'échéancier, puisqu'on est encore quand même en démarche. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués également dans la démarche. Les citoyennes et les citoyens seront également impliqués, puisqu'il y aura des changements également pour le centre-ville dans le futur. C'est sûr que si on procède là, à la mise en place de murs, on élève des choses, c'est sûr que les citoyens vont être consultés également. Il y a eu des consultations qui ont eu lieu là, juste avant le temps des fêtes également. Oui. On va revenir avec ça en 2025. Qu'est-ce qu'on fait avec les fameux terrains qui sont vacants? Plusieurs terrains qui sont maintenant la propriété de la ville. Hein. Les gens sont passés chez le notaire et la ville a acquéri pour $1 les terrains. Donc ça aussi, on devra prendre des décisions en consultant évidemment la population. Qu'est-ce qu'on fait avec ces terrains? Est-ce qu'on y va avec des jardins communautaires? Est-ce qu'on y va avec des parcs? Tout ça. Donc c'est des questions là, qui devront là, être répondues là, dans les prochains mois. Merci, Michael Plette, d'avoir fait le tour de ces dossiers-là ce matin avec nous. C'est un plaisir.